Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 112 du Temps d'arrêt. Le début de saison de la LNH et du Canadien est à nos portes et comme vous le savez, nous sommes dans nos derniers épisodes avec le Temps d'arrêt. Je me devais de recevoir un collaborateur qui est avec nous depuis plusieurs années, Marco D'Amico. Marco, ça va bien? Très bien, et toi? Ça va super bien, Marco. Très content de t'avoir une dernière fois au podcast. Tu dois avoir un début d'année particulièrement très, très occupé. On sait qu'on peut te suivre sous la plume de RG Media, mais nouvellement dans le podcast, l'excellent podcast Processus avec Anthony Marcotte, Marty Thériault. On se lance dans une nouvelle expérience ici. Les deux premiers épisodes que j'ai écoutés jusqu'à présent sont vraiment excellents. On peut tirer vraiment de tous les bords, tous les côtés. Votre champ d'expertise à trois, ça couvre pas mal tout l'univers de la LNH. Comment se passe le début de saison jusqu'à présent à ce niveau-là? C'est le camp d'entraînement pour tout le monde, on va dire. C'est aussi simple que ça. Là. Il y a le podcast en français, j'ai le Star et Demico Show en anglais aussi, TSN 690 et aussi BPM Sport comme BPM, ouais. chroniqueur. Donc, je ne chôme pas. Mais en même temps, c'est toujours bon d'être occupé dans ce domaine-ci que le pas l'être. Donc, je suis très, très chanceux de l'être. Puis c'est vraiment très apprécié que tu prennes du temps pour nous. On te voit partout, on t'entend partout, que tu prennes du temps pour nous. Là, j'apprécie énormément. Puis tu auras été un collaborateur de très grande qualité. Ça a commencé avec les espoirs il y a quelques années, puis maintenant tu navigues autour dans les sphères de la Ligue nationale. Donc c'est vraiment un gros plus de t'avoir aujourd'hui pour parler d'une saison 2025-2026 vraiment très excitante qui est à venir. Aujourd'hui, le 1er octobre, le mercredi 1er octobre, dépendamment quand les gens vont écouter la partie, on revient d'une grosse rencontre préparatoire contre les Sénateurs mardi soir à Québec. Ce sera, on en parlera un petit peu. Il y a eu énormément d'actions, d'engouement autour de cette rencontre-là. J'aimerais commencer l'entretien avec toi, Marco, en parlant justement des derniers postes qui sont disponibles chez le CH. Là, on va avoir un dernier match hors concours contre les Sénateurs à la maison et puis commencera la saison régulière le 8 contre les Maple Leafs. On est dans une situation où au niveau des gardiens de but, ça semble assez clair. On risque d'aller de l'avant avec Montembeault et Dobèche. Et du côté de la défense aussi, je pense que c'est assez stable, à moins d'une blessure pour Gouli. Dobson a l'air en santé, il pense être capable de jouer samedi. C'est peut-être plus au niveau de l'attaque qu'on regarde qu'il y a encore quelques postes qui pourraient être comblés. En ce moment, je pense qu'on peut dire avec pas mal de confiance qu'on a 11 attaquants qui ont une chaise qui est pas mal assurée. Et j'aimerais commencer la conversation avec toi si je pense qu'on va garder 13 ou 14 attaquants. Donc, on le sait que c'est possible. Puis par après, on ira des candidats potentiels. Ouais, écoute, en attaque, je pense qu'on connaît le premier trio. Je pense qu'on connaît le quatrième trio, puis ça se joue entre les deux. Right? C'est vraiment ça. Donc, Kirby Dach va être le centre d'un trio. Et je pense que Oliver Kapanen et Alex Newhook vont se partager le centre numéro 3. Tu peux inverser le numéro des trios si ça te tente. Puis là, c'est une question du casse-tête qui va jouer dans les autres rôles. Je pense qu'Ivan Demida va démontrer une bonne chimie avec Oliver Kapanen durant la grande majorité de, je dirais, la pré-saison, puis même allant jusqu'au camp de recrues. Je pense qu'ils ont très bien joué ensemble aussi. Ouais. Je pense que pour moi, Oliver Kapanen suit assez bien le jeu et est capable de couvrir défensivement pour une recrue comme Demidov, même si lui aussi, il a une recrue. Il y a un jeu plus mature, un joueur qui est plus capable de jouer les trois côtés de la glace. Et ce que j'ai trouvé, ses performances ne font que s'améliorer de partie en partie.
Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Si on suit Zachary Bolduc, je pense qu'il a été acquis pour une raison, puis c'est pas pour chômer sur le banc, c'est pour aller sur la glace puis frapper tout ce qui bouge et récupérer des rondelles et foncer vers le filet et tirer. Je pense qu'il y a une bonne combinaison de old school et new school dans sa capacité de jouer qui va grandement aider un joueur, exemple comme Kirby Dach ou même éventuellement un joueur comme Ivan Demidov quand les deux éventuellement se trouveraient dans un top 6 dans un futur, espérons, rapproché. Et ensuite, c'est la question à 8,7 millions de dollars, que faire avec Patrick Laine? Ouais, on a vu hier soir. C'était une bonne combinaison avec Joe Veleno et Owen Beck. Je le trouvais plus impliqué et encore une fois, toujours aussi dangereux en avantage numérique. Donc, pour moi, est-ce que Zachary Bolduc serait la bougie d'allumage qui permettrait de jouer Kirby Dach sur le deuxième, Patrick Laine avec Kirby Dach sur le deuxième trio? Ouais. Moi, je pense que oui, mais spécialement avec ce qu'on a vu de Kirby Dach hier, je pense que j'ai aimé la combinaison avec Zachary Bolduc. Donc, pour moi, ce serait mes trios pour débuter la saison. Et après ça, 13e, 14e. Un petit clin d'œil, Marco, sur Kapanen. Je veux juste réenchérir un petit peu sur ce que tu viens de mentionner. Là, ce qui est intéressant d'avoir Kapanen, un droitier, et Newhook, un gaucher, sur la même combinaison. Newhook continue d'apprendre le travail du joueur de centre, mais on est capable d'aller chercher chacun d'entre eux pour faire des mises en jeu clés dans certaines situations. Donc, leur complémentarité serait vraiment très intéressante. Là, l'année passée, on a vu que tu as parlé de son jeu qui a progressé, évolué en première division suédoise. Il a récolté 35 points en 36 matchs. Selon moi, il pourrait bien avoir cimenté sa place au sein de l'alignement. On sait que l'organisation du Canadien l'aime beaucoup. Très bonne rencontre contre les Sénateurs où il a brillé. Là, il a été capable de suivre la vitesse de Demidov, puis c'est pas peu dire. Donc, je pense que, comme tu viens de le dire, on a une combinaison très intéressante avec Newhook. On se complémente au centre avec Demidov et qui va créer des jeux, c'est certain. Et là, comme tu en venais, donc on a nos 12 attaquants, reste une ou deux places. Les candidats potentiels, Joe Veleno, Samuel Blais, Owen Beck, Florian Jokai qui sont encore dans l'alignement. Où tu penses qu'on va se situer lors de la première rencontre contre les Maple Leafs? Ouais, la rencontre contre les Maple Leafs, ça va être différent parce qu'on s'attend à ce que Kirby Dach joue ce match-là, exemple. Mais on ne sait pas si Kirby Dach va jouer tous les matchs pour débuter la saison. Donc, ça change un peu la donne pour le Canadien de Montréal en termes de leur stratégie en attaque. C'est pour ça que je crois, exemple, qu'un Kapanen va être dans l'alignement, qu'un Joe Veleno se doit d'être 13e attaquant. Et ensuite, si tu veux apporter un peu de robustesse, ben, c'est là où tu peux avoir un Samuel Blais. Parce que je crois fermement que le Canadien voit Owen Beck et Florian Jokai comme des joueurs du futur, et un futur assez rapproché, mais qui sont plus que qu'est-ce ils peuvent être plus que qu'est-ce qu'ils le sont déjà. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que Florian Jokai peut jouer dans un quatrième trio de la Ligue nationale, mais est-ce que ça va être un joueur de quatrième trio pour le restant de sa carrière? Je crois que le CH espère non. Je pense que le CH espère que ça soit plus que ça, plus que juste un Nick Deslauriers, exemple. Plutôt un Mathieu Olivier, exemple. C'est des gars qui ont besoin de jouer aussi. Là. Ils ne peuvent pas être toujours sur la rotation du 13-4e attaquant. Ça leur prend des matchs constants. Là. C'est pour ça qu'une présence à Laval, ça ferait du sens. Là. Exact. Tu ne peux pas garder ça comme 13e, 14e attaquant quand tu as déjà des Veleno et Blais qui, d'ailleurs, il faudrait soumettre au balotage et probablement perdre dans le cas de Veleno, à mon avis. Donc, il ne vaut pas le risque. Il n'y a jamais un jeune qui a été, disons, mis dans une position non idéale en allant se développer davantage dans la Ligue américaine. Donc, pour moi, que ce soit pour une couple de mois ou pour la saison, Florian Jokai, on va le voir à Montréal éventuellement. Mais si tu veux le voir comme un Nick Deslauriers à la place d'un joueur qui pourrait être comme Adam Lowry, ben, il faut être patient. Je pense que c'est ça. Ouais. Puis, c'est intéressant d'avoir l'aspect que tu amènes que Dach ne jouera peut-être pas tous les matchs. Là, on garde un œil aussi sur la potentielle blessure d'Ivan Demidov, même si ça serait rien de grave, là, possible qu'il puisse manquer une rencontre ou deux. Donc, avoir 14 attaquants, je pense que c'est un plus pour l'équipe. Parlons un petit peu du camp de Joe Veleno. 25 ans seulement, un contrat de 900 000 à un volet. C'est un centre gaucher.
Puis, il représente avec Newhook les deux seuls centres gauchers de la formation potentiellement partante. Donc, c'est un plus. Il est fiable défensivement, joue intensément, il est rapide sur patin, il a des bonnes habiletés. C'est sûr, il n'a peut-être pas le meilleur tir. Peut-être un petit peu plus de difficulté à se créer des occasions, mais si c'est pas trop ce qu'on lui demande, je pense que dans une chaise bien précise, Veleno pourrait être un bel atout pour le Canadien. Et Samuel Blais, ben c'est sûr qu'il amène son lot d'importance au niveau de l'expérience. Risque pas de jouer beaucoup de matchs là, en carrière dans la LNH, il n'a jamais dépassé 53 matchs, mais pour être une belle police d'assurance, il serait très bon dans un vestiaire, là, j'imagine. Exactement. Puis je pense que ça apporte aussi un certain niveau de constance dans le jeu de Veleno parce que c'est un joueur aussi qui peut jouer en désavantage numérique. C'est un joueur qui peut transporter la rondelle. C'est un joueur qui est difficile de déloger la rondelle aussi. Il est fort sur ses patins. Et je crois que, spécialement dans sa performance de mardi, j'ai été vraiment impressionné par le fait qu'il était capable de combler pour les lacunes à 5 contre 5 de Patrik Laine, même si Laine a joué un très meilleur match. Je trouvais qu'il y avait un bon compliment entre les deux. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'il y a une valeur à un gars comme Veleno qui était capable de sortir des gradins et mettre directement dans ton alignement puis il te fera pas mal. Donc, pour moi, c'est le genre de 13e attaquant ça démontre la différence dans la profondeur du Canadien cette année versus l'année passée. Malheureusement, sans rien les enlever, il y a beaucoup plus d'utilité d'avoir un 13e attaquant qui s'appelle Joe Veleno que Michael Pezzetta. Donc, c'est là où je me dis, il faut offrir aux Canadiens de l'opportunité et un peu de profondeur parce que qu'est-ce qui arrive s'il y a quoi que ce soit qui arrive en termes de blessure ou quoi que ce soit, t'insères un gars comme Joe Veleno, il ne te fera jamais mal dans ton 3e ou 4e trio. Puis, on peut lui... J'ai l'impression que son plafond est potentiellement un petit peu plus haut que ce qu'il a déjà touché jusqu'à présent dans sa carrière. C'est un gars avec de belles aptitudes. Ça serait intéressant de lui laisser la chance aussi de continuer à se développer un petit peu dans ce rôle-là. L'année passée, Marco, il y a environ 1 an, tu nous avais dit que tu anticipais, tu prévoyais que Nick Suzuki allait devenir le premier marqueur, le premier pointeur d'un point par match depuis Alex Kovalev. Et puis, eh bien, ta prédiction s'est concrétisée. J'aimerais savoir tes attentes pour ce premier trio-là. Il faut dire qu'en 2024-2025, il y a seulement Slavkovski qui a manqué un petit peu d'action, a manqué seulement 3 matchs. Les 2 autres joueurs, Caulfield et Suzuki, n'ont pas raté de rencontre. Suzuki, 89 points. Caulfield, 37 buts, 70 points. Slavkovski, 51 points. Il a commencé un petit peu sa production sur le tard. On a par moment, on peut dire que ça a été un des meilleurs trios de la Ligue nationale dans leur meilleur jour. Quelles sont tes attentes pour cette unité-là, advenant que tout le monde reste en santé, évidemment? Si tout le monde reste en santé, je pense qu'il y a une couple de choses à prendre en considération. Je pense que Nick Suzuki va commencer la saison avec le couteau dans les dents. Là. Pour moi, il y a de quoi à prouver. Il veut faire partie de l'équipe Canada junior. Excuse-moi, l'équipe Canada pour les Olympiques. J'ai fait le processus tantôt. Hein. Très hâte d'entendre ça. C'est ça. Pour moi, je pense que le but est là. Lui, il va avoir un départ canon, j'en suis assuré. Et si c'est le cas, et s'il est capable de déloger un rôle avec l'équipe Canada, ben, je m'attends à une saison d'à peu près 90 points. Je sais que le monde va dire, ben là, il en a fait 89, c'est pas gros, ça, comme différence. Mais je pense que Nick Suzuki va jouer un peu moins cette année. Disons, il ne va pas jouer les deux vagues de l'avantage numérique, exemple. Ouais. Donc ça peut enlever un peu d'opportunité offensive, tandis qu'il va être en train de démontrer quelque chose d'un peu plus concret défensivement. Puis j'irais même à un point ceci. Si Nick Suzuki réussit son pari et se rend avec l'équipe Canada à cause qu'il démontre un jeu complet, il va être dans le top 3 du vote pour le Selke. Ça, c'est ma prédiction. Je pense que c'est très possible, surtout qu'un dénommé Sacha Barkov n'y sera pas un abonné aux nominations pour ce trophée. C'est le président du trophée. Oui, absolument. Ça, c'est du point de vue de Suzuki. Les autres, Caulfield, est-ce qu'un 40 buts est envisageable? Slavkovski, est-ce qu'on peut s'attendre à un meilleur début de saison de sa part, un petit peu plus de constance? Je pense que c'est ce qu'on attend, là, les fans de son côté. Là. Je pense que Slavkovski se doit d'au moins se rendre aux 60 points, sinon 65, avec un trio comme ça qui va jouer dans les situations comme telles.
Cole Caulfield continue à ce qu'il a à faire, pousser pour la cadence de 40 buts. Je pense que c'est ça, le prochain niveau que tu t'attends pour voir exactement qu'est-ce qu'un joueur peut faire. Puis vraisemblablement, ce trio-là va être soutenu par un gars comme Lane Hudson qui, lui aussi, on s'attend à de grosses choses. Moi, je m'attends à une saison d'à peu près 70 points, sinon plus. C'est un joueur qui a fait part d'à peu près une trentaine de % des buts du Canadien de Montréal. Il a pris part de ça. C'est immense pour un défenseur. Quinn Hughes puis Cale Makar au même âge, c'était plutôt 23-24 %. Donc, ça démontre à quel point il est important pour l'offensive du Canadien aussi. Donc, ça va aussi jouer sur la ligne bleue, pas nécessairement juste le premier trio. On a parlé tout à l'heure, on a glissé rapidement là, le nom de Patrick Laine, de Kirby Dach et même d'Alex Newhook. Les trois reviennent possiblement de leur meilleur moment depuis le camp d'entraînement dans cet affrontement contre les Sénateurs. Ils se sont illustrés de leurs différentes manières. Selon toi, quel genre de saison serait jugée satisfaisante pour ces trois joueurs-là? On a certaines attentes. On ne veut pas mettre trop de pression non plus sur un gars comme Kirby Dach qui revient d'une grosse blessure. Patrick Laine, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui, selon toi, serait satisfaisant pour cette saison 2025-2026 pour ces trois joueurs-là, Laine, Dach et Newhook? Laine, ça continue à être une cadence de 35 buts. S'il peut en faire plus, fantastique. Mais s'il est capable de maintenir une cadence de 35 buts sans être nécessairement un point faible à 5 contre 5, je pense que ce serait idéal. Dach, ce serait premièrement de... C'est là que ça joue, là, à 5 contre 5 surtout. Ouais, c'est à 5 contre 5. Ben, écoute, 5 contre 5 se joue à peu près 80% d'une game. Donc, c'est assez important, sauf bien sûr mardi. Mais sinon, d'habitude, c'est à peu près 80% d'une game dans la vie d'une saison de la Ligue nationale. Donc, il faut être au moins au minimum neutre à 55 en termes d'impact, sinon meilleur. Et c'est certain qu'on va l'attendre sur l'avantage numérique. Ça, c'est pas le problème. Après ça, c'est certain que tu veux voir une cinquantaine de points de sa part, tout est parti pour démontrer au moins qu'il peut produire à 5 contre 5. On l'a vu, il est capable. Ça va aussi dépendre de qui ça va être son centre. Parce Exactement. Que Kirby Dach se doit de jouer les 82 matchs cette année. Il n'y a pas d'excuse. Le Canadien pourrait peut-être, s'il y a un petit bobo ici et là, 75 matchs au pire des mais tu te dois de démontrer une constance. Au moins pas d'absence à long terme. Non. Ouais. Mais en termes de son patin, en termes de son implication à date, j'ai bien aimé son match de mardi. Donc, s'il est capable de continuer, s'il est capable de marquer une cinquantaine de points, je pense que les Canadiens vont être en bonne position pour être dans une course aux séries, sinon se qualifier pour les séries, au moins, disons, avant la dernière journée de la saison, cette fois-ci. On peut parler un petit peu de... Tu as glissé Lane Hudson. On a revampé cette brigade-là avec l'ajout de Noah Dobson. Oui, on a perdu David Savard. Mais j'aimerais savoir, selon toi, où se situe la brigade défensive du Canadien par rapport à la Ligue nationale. On a un rôle allégé pour Michael Madison, qui a un excellent camp d'entraînement jusqu'à présent. On a des Goulet Hudson qui gagnent en expérience. Donc, je ne parle pas nécessairement pour le futur. C'est sûr, ces gars-là vont continuer à progresser. Mais maintenant, selon toi, où tu la placerais en termes de brigade là, dans la LNH en entier? Là? Je pense qu'ils ont le potentiel pour devenir une brigade défensive top 5 dans la Ligue nationale, mais ils ne sont pas encore là tant aussi longtemps qu'on n'ait pas vu Noah Dobson jouer pour le Canadien de Montréal. Ouais. Je pense que sur papier, tu peux dire top 10. Exemple, je crois qu'ils ont une meilleure défensive que les Leafs de Toronto. Mon avis. Je crois qu'ils ont une meilleure défensive sur papier que les Bruins de Boston, même si je crois que Charlie McAvoy est probablement meilleur de toute la gang. Absolument. On verra à quel point où Lane Hudson peut se développer, mais je crois que Charlie McAvoy vraiment est un des top 3 défenseurs droitiers de cette ligue. Après ça, tu regardes les Sénateurs d'Ottawa. Je pense qu'ils sont meilleurs en défensive que les Sénateurs d'Ottawa. Ouais. On en dépasse plusieurs. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est le potentiel aussi, parce que je crois que les Sabres de Buffalo ont le potentiel d'avoir une défensive top 5 dans la ligue. Il faudrait qu'ils se développent. Ouais. Il faudrait qu'ils se développent. Puis que la défensive, parce que c'est ça la différence sur papier versus en pratique. Tu regardes la défensive des Panthers de la Floride, tu n'as pas d'étoiles dans cette équipe-là en défensive. Tu as des très bons joueurs. Seth Jones étant celui qui a le plus gros nom parce que tu es repêché haut. Mais tu regardes
c'est la profondeur de cette défensive-là et la façon qu'ils sont capables de jouer comme une unité de 6 qui leur rend une des meilleures défensives de la Ligue nationale. Ouais. Donc, ce n'est pas nécessairement les individus sur papier parce que la chimie vaut autant que la production individuelle d'un joueur pour moi quand ça vient le temps de bâtir une équipe. Donc, c'est là où ce que je dis sur papier quand on regarde les joueurs. Mais ça pourrait devenir, s'ils sont capables de vraiment se créer de la chimie au long terme et que David Reinbacher est capable de revenir de sa blessure et continuer son développement, je pense que ça pourrait vraiment devenir une des meilleures défensives de la Ligue nationale. J'aimerais qu'on parle un petit peu qu'on pousse au niveau de la situation contractuelle de Lane Hutson. Là. Donc, je le disais aujourd'hui, 1er octobre, grosse nouvelle dans la Ligue nationale, ça a été la signature la mise sous contrat du défenseur des Devils, Luke Hughes, donc pour 7 ans à 9 millions par année. J'ai entendu dans les derniers jours sous les ondes de BPM, justement, où tu es collaborateur, que tu avais parlé à l'agent de Lane Hutson récemment. Est-ce qu'on attendait que la situation de Luke Hughes se règle pour pouvoir passer à un prochain niveau dans les négociations contractuelles? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à quelque chose dans les prochains jours? Et de ce que tu mentionnais, on pourrait être agréablement surpris du terme à laquelle Lane va signer avec le Canadien pour, si on veut, rentrer dans les rangs, si je peux me permettre l'expression. Donc, où est-ce qu'on pourrait se situer à ce niveau-là là, dans le cas du contrat de Lane Hutson? Oui. Je pense que dans le cas de la signature, je pense que oui. Je pense que le marché au complet attendait de voir à quoi ressemblait ce contrat-ci. Ouais. Il y a d'autres défenseurs, pas juste Lane Hutson, qui ont regardé ça qui attendaient ça, mais pas Lane Hutson lui-même, mais l'agence et la plupart des agents à travers la Ligue. C'est le premier gros contrat qu'on offre à un défenseur sur le long terme qui sort de son contrat d'entrée. Donc, ouais. La grande majorité attendait. Mais le problème, c'est que Luke Hughes avait beaucoup plus il avait le beaucoup plus gros bout du bâton que Lane Hutson. Pas à cause de lui nécessairement. Écoute, ça va être un des meilleurs jeunes défenseurs offensifs de la Ligue nationale, ouais, selon moi. Mais je pense que Lane Hutson est une coche au-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord. Ouais. Ou ce que je crois qu'un joueur comme Luke Hughes avait plus de fil à retordre dans sa discussion, c'est ses frères et la possibilité de réunir ses frères et le risque de perdre les deux Hughes au New Jersey si tu commençais à jouer des jeux et vraiment dire non, demande salariale. Il y avait un risque là-dedans. Contre-pont de 2 ans. 5. Il voulait 5 pour faire peur à Tom Fitzgerald que les deux frères allaient partir en même temps et se réunir avec l'autre frère ou n'importe où ce qui serait en ce moment. Ouais. Là, en signant le frère, le Luke Hughes, 7 ans, tu t'assures d'avoir le contrôle sur le 2/3 des frères pendant 5 ans. Ouais. Le contrat de Quinn prend fin dans pas cette saison, mais la saison d'après. Ouais. Fait que là, il y a un gros bout du bâton. Donc, ça valait cher, ça, pour Tom Fitzgerald, qui, lui, n'a pas nécessairement la plus gros track pour manœuvrer en ce moment-là. Lui, non. Ça doit se faire les séries, sinon il est out. Absolument. Si tu perds les frères Hughes, ben c'est clair que tu es out. Donc, tu sais, c'est un peu ça. Donc, il y avait plus de pression dans son cas. Dans le cas du Canadien, il y a moins de pression. Lane a joué une saison, même si on le sait que c'est une meilleure saison que n'importe quel des deux de Luke Hughes. Ouais. Mais c'est aussi Lane lui-même. Puis je pense que c'est là où le monde doit y penser. Lane Hutson, lui, il veut signer à long terme à Montréal. Montréal veut signer Lane à long terme. Là, c'est une question de dollars. Ouais. Puis là, c'est où est-ce que tu te situes? Je vois du monde en ligne, 10, 11 millions. J'ai vu, je pense, JC Lajoie à TVA Sport, 12 millions. Oh, minute. Kent Hughes ne va jamais accorder un contrat de telle sorte à un joueur qui manque beaucoup de leverage dans ce cas-ci parce qu'il n'est pas éligible pour des offres hostiles. Il n'est pas éligible pour l'arbitrage. Et on sait d'ailleurs que Lane Hutson veut rester à Montréal absolument. Ouais. Il n'y a pas des risques qui s'envolent comme les frères Hughes. Donc, tu peux voir que Kent Hughes, lui, il se dit, ben, tu sais, je peux prendre mon temps là-dedans. Mais là, le risque, c'est qu'est-ce qui arrive si Lane Hutson commence la saison en canon. Là, tu commences à perdre ton leverage un peu. Donc, est-ce que je crois que la signature de ce contrat-ci
pourra faire avancer les choses plus vite? Je crois que oui. Est-ce que le clan Hughes aimerait qu'un contrat soit fait plutôt que tard? J'imagine oui, mais ils ne sont pas autant pressés que, mettons, Lane Hutson, qui, lui, aurait aimé que ça soit résolu avant le début de la saison parce qu'il ne veut pas que ça soit une distraction durant cette saison. Plus concentré là-dessus, oui. Georges Larac parlait d'un potentiel contrat à 8,25 millions. Je pense que tout le monde serait très, très content si on était dans ces eaux-là. 8,25 millions serait un vol. Un vol, absolument. Je pense que le Canadien aimerait signer le contrat que signé Brock Faber au Minnesota, donc 8,5. Je pense qu'il sauterait là-dessus aussi. Je pense que le clan Hudson viserait plutôt un chiffre dans les 9 millions. Plutôt, puis on verra là, si ça dépasse le contrat de Dobson, j'ai mes doutes là-dessus. Mais c'est pas la même game qu'est-ce qui s'est joué au New Jersey, je peux vous l'assurer. On a très hâte de voir cette future signature de contrat du Canadien. Pour ceux qui gardent un œil sur ce qui se passe au New Jersey, ben oui, la mise sous contrat de Luke Hughes les fait dépasser le plafond salarial. On placera toutefois Jonathan Kovacevic sur la liste des blessés à long terme. Donc, son 4 millions fera en sorte qu'on pourra être juste sous ce plafond-là. C'est un autre point de négociation. Si les Devils commençaient la saison sans Kovacevic et Luke Hughes, puis on sait qu'il y a d'autres défenseurs qui ont des bobos maintenant qui ne veulent pas divulguer, ça aurait été la catastrophe. Ouais. Catastrophe. Spécialement quand tu sais qu'un Dougie Hamilton peut se blesser à n'importe quel moment. À tout moment, ouais. J'aimerais, Marco, qu'on termine cet entretien rapidement avec tes prédictions pour la saison. Tu as mentionné que si certaines choses tombaient en bonne place, mais on pourrait espérer une participation en série. L'année passée, nous avons été relativement épargnés par les blessures. Si on regarde la situation de la division Atlantique, ben, récemment, les choses ont un petit peu changé. Reste que les Panthers demeurent une force dans cette division qui est probablement une des, sinon la meilleure de la Ligue nationale. Plusieurs équipes qui poussent. Donc, les Sénateurs qui étaient en série l'année passée voudront y être à nouveau. Les Red Wings, on semble les avoir un petit peu dépassés au niveau de cette hiérarchie-là, mais on reste une formation qui vont être compétitive. Les Bruins et les Sabres semblent peut-être au bas de cette division-là. Les Rangers voudront faire un push, les Blue Jackets aussi. Donc, ça sera extrêmement difficile pour le Canadien de répéter leur exploit. Est-ce que tu penses que c'est possible et rendu à la mi-avril, vois-tu le Canadien en série? Oui, écoute, je pense que ce serait un échec de saison s'ils ne sont pas capables de se rendre en série, si les choses que j'ai déjà prédites ont lieu. Right? Moi, je pense que ça va prendre de la santé, bien sûr. Je pense que Jacob Debesch va grandement aider Samuel Montembeault cette saison pour permettre à Montembeault un peu de repos, ne pas rejouer 60 ou plus de matchs dans une saison, ça ne doit jamais se reproduire. Ça. Donc, je pense que ça va grandement aider de ce côté-là, spécialement avec les 16 matchs back-à-back de cette saison et le calendrier condensé. Je pense que ça va jouer gros. Je pense que la croissance de Lane Hutson et l'arrivée d'un joueur comme Noah Dobson va aussi faire en sorte que le Canadien va être plus dangereux en transition. Donc oui, je m'attends à ce que le Canadien se rende en série et j'irais quasiment à dire qu'ils vont finir 3e dans l'Atlantique, selon moi. Je serais curieux de savoir qui serait qui dégringole au classement si le Canadien est 3e, qui tu vois glisser un petit peu les Lightning, les Panthers. Je pense que ce serait les Panthers. Ils vont quand même rendre en série, mais je pense que ça va peut-être prendre un petit hit. On va être fatigué un petit peu, c'est sûr, après 3 finales de la Coupe Stanley de suite, 2 victoires. Marco, ce fut extraordinaire de t'avoir des informations que tu nous as données assez privilégiées. Ça risque d'être... Peu importe ce qui se passe, je pense ça fait longtemps qu'on n'a pas été excité comme ça pour la saison à venir. L'année passée, c'était une participation un petit peu surprise. Là, on a eu une excellente dernière fin de saison. Mais on attend le Canadien cette année. On a hâte. On a fait des ajouts extrêmement intéressants, comme tu viens de le dire. Ça va être une belle saison pour les partisans du Canadien. Profitez-en. On a des joyaux dans notre organisation. Donc, ça va être extrêmement plaisant de suivre le Canadien de Montréal cette année. Et bien sûr, on continue à te lire
sur RG Media, très présent sur la plateforme X. Aussi, on t'écoute sur le Sean Star Show avec toi et Sean Star, TSN 690, BPM et bien sûr Processus sous sa nouvelle mouture qui est vraiment un incontournable dans les activités hebdomadaires là, entourant le hockey. Marco D'Amico, merci beaucoup pour la participation aujourd'hui puis pour les dernières années. Ça a vraiment été un très grand plaisir de collaborer avec toi. Là. Plaisir pour moi, puis félicitations sur un bon run pour ce podcast-ci. Et on se retrouvera dans les alignements du Canadien et sur les médias sociaux à la prochaine. Merci beaucoup, Marco. Merci à tous d'avoir été présents. Bonne saison du Canadien et de la Ligue nationale. Et on se dit à un prochain épisode du Temps d'air.